va poursuivre donc avec la présentation cette fois de Catalina. Super, merci William. Bienvenue pour de vrai. Merci Constance, merci pour l'invitation. Effectivement, d'abord on est ravis de l'invitation. On avait envie de poursuivre un fil qu'on a tiré l'autre jour ensemble dans une autre session de l'IBC. L'idée étant de voir dans cette session à l'époque le rôle de la fidélité dans un environnement omnicanal. Et ici, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est continuer un peu plus loin et se dire quelles solutions très concrètes on peut mettre en œuvre. Et je voulais vous en présenter une ici. Donc, peut-être pour replacer rapidement le contexte, quelques data. Vous connaissez le biais de Catalina. Pour nous, la data est le démarrage de toute discussion. Et quelques data qui mettent juste en lumière à quel point la fréquence et la mixité d'achat sont des vrais drivers de fidélité. Et pour ça, on fait une analyse extrêmement simple. Alors, on l'enrichit un peu. On connaît tous les PMG, les petits, moyens, gros. Nous, on va un peu plus loin. On fait PMG, TG très gros et TTG très très gros parce que on a la granularité d'information qui nous permet de le faire. On suit 90% des foyers français avec leur carte de fidélité, donc on a une finesse d'information qui permet d'aller vraiment dans le détail. Et là, on s'aperçoit de quelques informations assez spectaculaires à chaque fois. Ici, il s'agit d'un cas réel. Ils sont des pâtes alimentaires, donc rien de très exotique, c'est plutôt mainstream. Mais vous voyez très vite que ces fameux shoppers qui sont ici en jaune, qui représentent seulement 5% des clients, pèsent 30%, 29% précisément du chiffre d'affaires de la marque et vont acheter 13 fois par an. À l'opposé du spectre, on se retrouve avec, allez, grosso modo, je fais un bundle des 25% les plus petits et puis des 25% qui sont à peine au-dessus. Et donc, 50% des acheteurs de la marque vont en réalité peser, vous le voyez juste en dessous, 9 plus 5, 14% en fait du chiffre d'affaires de la marque. 50% des acheteurs, 14% du chiffre. Et là encore, le vrai facteur discriminant, c'est la fréquence. Ils achètent moins de 2 fois par an. On est sur une marque de pâtes alimentaires, encore une fois. Donc ça, c'est un premier élément, c'est cette fréquence. Le deuxième élément, c'est la mixité. On avait pris cet exemple, une marque de cosmétiques, de produits d'hygiène beauté, on va dire de façon large. Elle a 10 segments, donc elle est vraiment très, très largement présente sur son environnement. Et pourtant, quand on regarde, on se rend compte que 70% des shoppers n'achètent que dans une seule des catégories proposées par cette marque. Et ils dépensent à peu près 5 euros. Ceux qui sont capables de circuler sur deux catégories, deux segments en fait de cette marque, et ils sont 23%, vont dépenser eux 13 euros. Et puis, il y a 6,5% des clients, des shoppers qui eux sont sur trois catégories. Et sur ces trois catégories, ils vont dépenser 23 euros. Donc, on voit bien que la multiplication des catégories, autrement dit l'augmentation de la mixité, multiplie la dépense de façon plus que proportionnelle. On est quasiment sur de l'exponentiel. Donc, il y a une vraie valeur à favoriser cette mixité. Et donc, partant de ces deux constats, on a poussé le raisonnement un peu plus loin. On s'est dit, et au niveau d'une enseigne, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques analyses qui nous ont semblé intéressantes. Je vais rapidement là-dessus, mais on a pris une enseigne dans laquelle 7% des clients mixent le in-store et le drive, le online, que Benoît Marviel vient de présenter pour le cas d'Intermarché, par exemple. Donc, on a 7% de clients qui sont mixeurs. Et ces 7% de mixeurs, on se rend compte qu'ils fréquentent 1,5 fois plus l'enseigne qu'un client exclusif magasin. Et ils dépensent 30% de plus grâce notamment à leur panier, un panier moyen qui est supérieur à 30% de plus qu'un exclusif. Donc là, on voit qu'il y a un comportement qui est un peu atypique. Alors, on s'est posé pas mal la question de savoir si c'était parce qu'ils étaient de gros clients de l'enseigne qu'ils devenaient mixeurs ou si c'était parce qu'ils étaient mixeurs qu'ils dépensaient plus dans l'enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde à travers tous les segments de clientèle, tous les profils de clients, que ce soit des familles, des foyers de célibataires, plutôt âgés, plutôt jeunes, on retrouve les mêmes caractéristiques. Donc, on voit bien que c'est le fait d'augmenter les points de contact, le fait de pousser à être physique et digital qui augmente la dépense. Et puis, dernier élément intéressant, c'est que quand ils se mettent à consommer plus, ces consommateurs mixeurs dépensent 20%, vont 2 fois plus vite que les consommateurs exclusifs. Donc, ils sont non seulement plus gros clients, mais ils croient plus vite. Donc là encore, on s'est dit, cette mixité, c'est vraiment un indicateur fort, c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller et devenir presque un objectif si on veut travailler la fidélité et la dépense au total. Bienvenue, Michael. Et du coup,
on a voulu prendre un exemple d'une des solutions qu'on met en œuvre pour travailler sur ces deux axes. Cette solution, elle s'appelle One. Il s'agit en fait d'une solution omnicanal puisqu'elle se nourrit de ce qui se passe à la fois en magasin physique et sur le drive, et elle va récompenser les shoppers en fonction de leur comportement d'achat réel et de leur profil. Tout à l'heure, encore une fois, Benoît expliquait l'importance de la personnalisation. C'est évidemment l'ADN de Catalina, donc je ne peux qu'applaudir des deux mains. Et ici, en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est une appli qui va être capable de s'inscrire dans la durée dans la relation avec le shopper, avec le client, et d'être extrêmement personnalisée de façon à ce qu'en permanence, la communication, les messages qui passent pour ce shopper dans l'appli lui parlent. Et on est dans la pertinence, il faut en permanence être pertinent. Évidemment, on connaît très bien ce qui se passe quand on passe des messages qui n'ont rien à voir avec les centres d'intérêt du client. Donc ici, c'est très très simple. En fait, cette appli est connectée directement aux bases de données des enseignes. Il suffit pour le shopper, à la première utilisation, de renseigner son numéro de carte de fidélité. Et même si on prend un cas encore plus simple, on peut encapsuler en fait cette appli, ce module, dans l'écosystème du distributeur. Il n'y a même plus besoin en fait de se renseigner. Le shopper, quand il navigue dans cet écosystème, est automatiquement reconnu et va bénéficier donc de messages, de promotions, de défis qui lui sont propres. Alors, évidemment, quand on parle de défis, on voit bien ce qu'on veut créer derrière. Il s'agit non pas de défier le consommateur, mais plutôt de l'inclure, de le faire participer, de rentrer dans une relation interactive. Et ici, très simplement, on va tourner beaucoup autour des notions de jeu, donc de la gamification, mais aussi du partage sur les réseaux sociaux, donner son avis, répondre à un quiz, regarder une vidéo au sujet d'une proposition du magasin ou de la marque, et tout ça va créer un peu plus de proximité. Alors, je n'oublie pas évidemment qu'on est sur une appli, mais pour autant, tout ce qui va se passer, comme je disais tout à l'heure, dans le magasin va être également pris en compte, ce qui se passe sur le drive, et que ce soit d'ailleurs un drive vrai ou une livraison à domicile. On a une vision complète en fait du comportement du client et des points d'achat du client. Alors, on voulait partager avec vous un cas concret, très simple et avec une vue rapide. Il se trouve qu'on a eu la chance de travailler avec Systemus sur ce projet récemment. On devait d'ailleurs être avec des membres de l'équipe de U ce matin. Il y a eu un changement de dernière minute. Malheureusement, je les remercie beaucoup d'avoir participé à la préparation de cette présentation avec nous. L'idée, en fait, pour U, au départ de ce projet, est de dire j'ai besoin de digitaliser plus mes porteurs de cartes, autrement dit qu'ils se sentent plus familiers avec des outils digitaux pour être en contact avec eux plus aisément. Et puis, dans le même temps, je veux continuer à être généreux auprès de tous mes clients les plus fidèles, être toujours là pour leur montrer que je pense à eux et je fais ce qu'il faut pour eux. Donc, cette démarche, on la comprend très bien. On a donc pris la solution que je viens de vous présenter, One, et on l'a encapsulée dans l'écosystème U et très précisément dans l'appli qui s'appelle Mon Magasin U. Et vous voyez que automatiquement, évidemment, ce sont les couleurs de U qui sont représentées ici. Et on a additionné quelques fonctionnalités qui nous ont semblé extrêmement pertinentes dans le cas présent par rapport aux objectifs de Système U, notamment une première fonctionnalité qui consiste à faire, alors le terme à la mode serait de dire une curation, mais on va dire tout simplement un filtre, un tri de tout ce qui est présenté aujourd'hui en prospectus par l'enseigne et de le retourner de façon à ce que se mettent en avant en haut de liste uniquement les produits qui sont les plus pertinents pour le consommateur qui, à l'instant T, est en train d'ouvrir son appli. Donc, ces clients du magasin voient leur travail de filtre, de tri, de sélection des offres qui sont promues dans l'enseigne extrêmement facilité par cette démarche, et donc il gagne du temps, et l'enseigne, du coup, peut revaloriser tous les efforts qu'elle fait dans ses travaux de négociation avec les marques. Donc, l'algorithme qui est derrière, évidemment, va se baser sur de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour être sûr de se coller à l'historique d'achat de chaque client. On est en véritable one-to-one. On a ici des taux de différenciation de listes qui sont supérieurs à 99,9%. Donc, en gros, tout le monde a une liste différente. Et puis, évidemment, au-delà de cette sélection du prospectus, le moteur d'analyse de One va également proposer des réductions qui sont des réductions principalement sur des marques nationales, donc des promos, là aussi customisées, personnalisées en fonction du profil du client qui est en train de regarder son appli à l'instant T. Et puis, on revient
aux notions de défi et de gamification qu'on évoquait tout à l'heure, avec les mêmes logiques de quiz, de vidéos, de partage sur les réseaux, etc. Donc, on a bien ici un environnement qui est l'environnement du distributeur et qui permet à l'enseigne de venir créer un dialogue, une relation plus étroite, tout en utilisant la sélection de produits qu'elle a en magasin, les promotions qu'elle peut trouver pour ses fameux clients et être plus proche d'eux systématiquement. Donc voilà, c'était ce projet qui était une illustration très concrète en fait de la solution. Alors évidemment, si on prend un pas de recul et qu'on se dit quel est le bénéfice à mettre en œuvre ce genre de partenariat, bénéfice assez simple. D'abord, fournir une personnalisation. Encore une fois, je pense qu'on est tous tout à fait convaincus de l'importance de cette personnalisation et les algorithmes les mieux taillés, ceux qui exploitent bien la donnée à la fois parce qu'ils en disposent, mais aussi parce qu'ils ont l'expérience du comportement d'achat, vont être les plus performants. Donc, personnalisation. Évidemment, la richesse du contenu, c'est très important aujourd'hui de fournir un contenu riche. Vous le voyez quand on parle de la banque d'offres issues du prospectus. On a ici une matière extrêmement intéressante à travailler. Ou quand on parle des campagnes qui peuvent être discutées et négociées directement avec les fournisseurs. Et puis, autre élément, c'est cette notion de dématérialisation. C'était un des objectifs dans le cas présent de l'équipe Système-U. Comment est-ce qu'on fait basculer de plus en plus de clients vers les outils digitaux? Là encore, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit une expérience la plus légère possible. Le choix du load to card, autrement dit, je n'ai rien à faire, je n'ai pas de code à présenter, je n'ai pas d'action particulière à faire en ligne, je n'ai pas. Voilà. Tout ça, en fait, se fait à travers la carte de fidélité qui est l'identifiant et qui permet de reconnecter les achats et les comportements des uns et des autres. Et puis enfin, aspect toujours important, c'est toujours très intéressant de dessiner des plans sur des PowerPoint, mais on sait qu'à un moment, il faut les exécuter. Donc ici, évidemment, on a voulu absolument s'assurer que ce soit fait bien, mais surtout vite. Et on a réussi à faire un chemin complet du design, donc de la conception jusqu'à la livraison en 4 mois, ce qui est évidemment record compte tenu de toute la complexité qu'on essaie d'effacer pour le consommateur derrière cette démarche. Voilà, donc ça c'était sur le cas Système-U et puis à prendre un peu de recul. Je sors du cas Système-U, les chiffres que je vous montre ensuite ne correspondent plus à Système-U, c'est plutôt un bench qu'on utilise nous dans les campagnes qu'on mène quand il s'agit de développer de la fidélité en omni. Deux points de repère, 2 critères qui sont des boussoles pour nous sur ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, quand on met en place une campagne de développement de la fidélité, on se rend compte qu'auprès des consommateurs qui ont été exposés, on arrive à stabiliser la fidélité de 2 fois plus de shoppers que de façon naturelle. Et puis, quand il s'agit de regarder ce qui augmente leur fidélité, on arrive à la multiplier par 4, plus exactement, à multiplier par 4 le nombre de shoppers qui vont être en augmentation de fidélité. Alors, ce sont 2 chiffres qui sont extrêmement importants, surtout si on le met en regard, et je prends ici simplement le bench d'une marque. Une marque de grande conso, en moyenne, voit sa fidélité chuter de l'ordre de 50% chaque année. Et en permanence, on doit tous se battre pour reconstruire cette fidélité. Donc, la notion de stabilisation ou de croissance de fidélité, ce sont des vrais objectifs. Et je ne vais pas vous dire en conclusion à quel point il est plus rentable de fidéliser ses clients que d'en gagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire soit l'un soit l'autre, il faut évidemment travailler les deux, mais la rentabilité de la fidélité est suffisamment démontrée pour qu'on y passe le temps nécessaire et qu'on fasse attention à ne pas perdre ces pépites qui sont nos clients et qui nous font confiance. Donc, il y a beaucoup de leviers pour ça. Voilà, merci. Je m'arrête là, François. Merci infiniment pour ce partage, pour avoir partagé également les éléments de Système-U.